Salut les camarades, on se retrouve pour un nouveau chapitre du bouquin King Kong Theory de Virginie Despentes. Aujourd'hui, on va parler du chapitre Coucher avec l'ennemi, qui va parler essentiellement de prostitution. Ce chapitre sur la prostitution, il commence en disant: faire ce qui ne se fait pas, demander de l'argent pour ce qui doit rester gratuit. La décision n'appartient pas à la femme adulte. Le collectif impose ses lois. Les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie. Au point que souvent, des femmes qui n'ont jamais manqué de rien sont convaincues de cette évidence. Ça ne doit pas être légalisé. Dans la société, il y a des choses qui sont individualisées et vues d'un point de vue libéral, c'est-à-dire que la violence de vivre à la rue, c'est de la faute des gens qui vivent à la rue, c'est leur problème, et on va pas les protéger par la loi. Et de la même manière, la violence que les gens vivent au travail, c'est pareil, c'est leur problème, c'est à eux de gérer avec les gens pour qui ils ou elles travaillent. En revanche, la question de la prostitution, à présent, c'est un sujet où tout le monde doit avoir son mot à dire. On doit protéger les femmes de la prostitution. Et donc, c'est vu parce que c'est vu comme quelque chose d'intrinsèquement dégradant, quel que soit le contexte. Échanger un service sexuel contre de l'argent, même dans de bonnes conditions, même de son plein gré, est une atteinte à la dignité de la femme. Preuve en est, si elles avaient le choix, les prostituées ne le feraient pas. Tu parles d'une rhétorique, comme si les pileuses de chez Yves Rocher étalaient de la cire ou perçaient des points noirs par pure vocation esthétique. La plupart des gens qui travaillent s'en passeraient s'ils le pouvaient. Quelle blague. N'empêche que dans certains milieux, on répète à l'envi que le problème n'est pas de sortir la prostitution de la périphérie des villes où les prostituées sont exposées à toutes les agressions, entre parenthèses, conditions dans lesquelles même vendre du pain relèverait du sport extrême, ni d'obtenir des cadres légaux tels qu'ils sont réclamés par les travailleuses sexuelles, mais d'interdire la prostitution. Ce qu'elle dit ici, ça rejoint un peu ce qu'elle disait sur le viol, c'est-à-dire que le fait de revendiquer ce droit à prendre le risque d'être violé, d'aller dans une société où le viol est commun, c'est aussi une revendication féministe qui est de dire il y a un risque que je prends et je le prends de moi-même et vous n'allez pas m'interdire de le faire au nom de ma propre sécurité. Et donc c'est la même chose qui se passe au niveau de la prostitution. Elle dénonce ce sujet, ce truc de dire on interdit la prostitution pour le bien des femmes qui se prostituent. Elle va même plus loin en disant que globalement, les femmes respectables, en fait, ces femmes qui vont défendre l'interdiction de la prostitution, elles ont ce positionnement parce qu'elles ont peur d'une concurrence déloyale de la part des... Car si le constat prostitutionnel se banalise, le contrat marital apparaît plus clairement comme ce qu'il est, un marché où la femme s'engage à effectuer un certain nombre de corvées, assurant le confort de l'homme à des tarifs défiant toute concurrence, notamment les tâches sexuelles. Et puis elle se lance encore une fois dans le fait de raconter son expérience à elle vis-à-vis de la prostitution. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle a du mal à raconter cette expérience, encore une fois, pas parce que, elle a honte de ça ou quoi que ce soit, mais par rapport au regard que la société lui renvoie là-dessus. Son expérience, elle commence, avec le Minitel comme porte d'entrée dans les années 89, où elle bosse à surveiller un serveur, où son travail, c'est de, virer les gens qui sont racistes, qui sont, pédocriminels et les prostituées. Ce qu'elle dit, c'est: «Car la prostitution ne doit pas se banaliser, ni s'exercer dans des conditions confortables». Elle, ce qu'elle raconte, c'est que son expérience et comment elle rentre là-dedans, dans la prostitution, c'est que, à la base, elle est, quelqu'un qui elle se décrit comme: «Moi, je m'habille le plus unisexe possible», c'est-à-dire plutôt en garçon. Et elle croit que, globalement, en voyant passer des offres de gens, qui disent, «Je propose 1 000 francs pour une passe», elle se dit: «C'est évidemment un piège, de, psychopathe», ou alors, la question c'est que, c'est, des offres qui sont faites à destination de méga bombasses insensés. Et puis plus tard, elle se retrouve à travailler dans un supermarché, elle déteste son taf et elle imagine pas continuer sa vie comme ça. Elle se dit qu'elle gagne pas assez, que de toute façon, tout ce qu'elle dépense, elle le dépense trop vite et elle imagine pas sa vie à long terme comme ça, quoi. À cette époque, donc, elle utilise l'ordinateur du supermarché pour discuter avec pas mal de gens, différents en ligne. Et puis, elle se dit: «Bah, tiens, je vais essayer par curiosité». Elle se dit qu'elle organise un rendez-vous avec un homme, mais finalement, elle se dégonfle au dernier moment. Et puis, quelques jours plus tard, elle reprend un nouveau rendez-vous avec un autre homme, et parce que, son ambition, c'est de gagner de l'argent et se permettre de se faire virer et aussi par curiosité. Donc vraiment se permettre de se faire virer, c'est un des arguments qu'elle donne, quoi. Et là, on voit déjà un truc de, mise en parallèle du travail du sexe et du travail. C'est-à-dire que pour elle, le travail du sexe, c'est pas quelque chose qui va être profondément dégradant, c'est pas quelque chose qui va lui causer du tort. Au contraire, ça va lui permettre de s'émanciper et de sortir de cette domination par le travail où elle voit pas, d'issue à sa vie actuelle. Et donc elle raconte son expérience, elle dit: «La première fois que je sors en jupe courte et en talons hauts, la révolution tient à quelques accessoires.
La seule sensation comparable depuis a été mon premier passage télé sur Canal+ pour Baise-moi. Vous n'avez rien changé, mais quelque chose au dehors a bougé, et plus rien n'est comme avant. Ni les femmes, ni les hommes, sans que vous soyez bien sûr d'aimer ce changement, d'en comprendre toutes les conséquences. Les Américaines, quand elles témoignent de leur expérience de travailleuses du sexe, aiment à employer le terme empowerment, une montée en puissance. J'ai tout de suite aimé l'impact que ça me donnait sur la population masculine, avec le côté exagéré, limite grosse farce, changement de statut notoire. J'étais jusqu'alors une meuf quasiment transparente, cheveux courts et baskets sales. Brusquement, je devenais une créature du vice. Trop classe. Ça faisait penser à Wonder Woman qui tournicote dans sa cabine téléphonique et ressort en super-héroïne. Toute cette affaire, c'était marrant. Mais j'ai aussi tout de suite craint cette importance, justement, qui dépassait mon entendement, mon contrôle. L'effet que ça faisait à beaucoup d'hommes était quasiment hypnotique. Entrer dans les magasins, dans le métro, traverser une rue, s'asseoir dans un bar, partout attirer des regards affamés, être incroyablement présente. Détentrice d'un trésor furieusement convoité, mon entrecuisse, mes seins, l'accès à mon corps prenaient une importance extrême. Il n'y a pas que les obsédés à qui ça faisait de l'effet. Ça intéresse presque tout le monde. Une femme qui prend l'allure d'une pute. J'étais devenu un jouet géant. En tout cas, une chose était sûre, je pouvais faire le boulot. Et donc son expérience, c'est qu'elle raconte qu'elle passe de quelqu'un qui s'habille en utilisant ces mots, je m'habille le plus unisexe possible, c'est-à-dire plutôt garçon, encore une fois c'est ces mots, à quelqu'un qui va se passionner un peu pour la féminité, et c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas avant, parce qu'elle y sent la possibilité d'y gagner du pouvoir en réalité. Elle compare la prostitution à la cocaïne. Elle dit globalement, au début, il y a cette prise d'assurance et cette sensation que tout est possible parce qu'on prend un pouvoir qu'on n'avait pas avant. Et puis, la situation qui se complique petit à petit et qui devient difficile à gérer. Et notamment, ce qu'elle dit aussi, c'est que ça va changer son rapport aux hommes. C'est-à-dire que elle dit, si mes souvenirs sont justes, et je crois qu'ils le sont, ça n'était pas leur agressivité qui était difficile à côtoyer, ni leur mépris, ni rien de ce qu'ils aimaient, mais plutôt leur solitude, leur tristesse, leur peau blanche, leur timidité malheureuse, ce qu'ils montraient de failles, sans phare, ce qu'ils montraient de leur faiblesse, leur vieillesse, leur envie de chair fraîche contre leur corps de vieux, leur gros bide, petite bite, fesses flasques ou dents trop jaunes. C'était leur fragilité qui rendait le truc compliqué. Ceux qu'on pouvait mépriser ou haïr, finalement, c'était ceux avec qui on pouvait le faire en restant bien fermé. Prendre le maximum de thunes, minimum de temps, et ne plus y penser, du tout après coup. Mais, dans ma petite expérience, les clients étaient lourds d'humanité, de fragilité, de détresse. Et ça restait ensuite collé, comme un remords. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que son expérience de la prostitution, ça va changer son rapport aux hommes et ça va les humaniser à ses yeux. C'est-à-dire qu'elle va parler même d'une charité tarifée par rapport à l'aspect physique et ce côté de, encore une fois, de soins, de care auprès des hommes et qui est comme valorisant pour elle par rapport à ses clients. Et puis elle revient sur le sujet de l'argent, parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle elle fait ça. Elle dit que globalement, ce que 40 heures de travail rapportait, ça pouvait être gagné en 2 heures. Et de ce rapport à l'argent, notamment, il est un peu différent, c'est-à-dire que elle dit que certains aiment fréquenter les putes, dans le rituel strict, argent liquide de la main à la main et scénario exact du rapport préalable. D'autres préfèrent que ça prenne plus une forme de liaison. Ils appellent ça libertinage, demandent qu'on amène des factures ou qu'on dise ce qu'on veut comme cadeau concret. Une façon de jouer au papa en fait. Et donc ce rapport de l'argent dans la transaction prostitutionnelle est vraiment différent parce qu'en réalité il va y avoir des gens qui vont accepter ce rapport-là, ce rapport de dire bon bah voilà je paye pour du sexe, et des gens qui vont un peu vouloir se cacher dans un système un peu patriarcal et se faire croire qu'ils sont dans un rapport de séduction, effacer le sujet de l'argent lors de leur rencontre, ou alors simplement dire bon bah voilà je vais offrir des cadeaux, des choses concrètes, un peu comme s'ils étaient en train de courtiser quelqu'un quoi. Et puis encore une fois, par rapport à la prostitution, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'on note qu'il y a quand même un stigmate qui est uniquement féminin. C'est-à-dire que les putes, c'est les personnes qui sont des travailleuses du sexe. Et on appelle les putes des putes. Mais par contre, les clients, c'est pas des gens qui ont un nom par rapport à ça. Il n'y a pas les gens qui vont aux putes, ils n'ont pas un nom spécifique dans la langue française. Et il y a un truc de l'ordre de l'injonction, en fait, à victimiser les prostituées dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que souvent, on imagine le proxénète qui va surexploiter des femmes et qui va... Pas que ce truc-là n'existe pas, mais on a tendance à toujours effacer une femme qui fait le choix pour elle-même
vendre des rapports tarifés au profit de cette image de la victime, cette femme qui est exploitée par un proxénète. À ce sujet-là, elle dit: «On n'a pas peur qu'elle n'y survive pas. Au contraire, on a peur qu'elle vienne dire que ça n'est pas si terrifiant comme boulot. Et pas seulement parce que tout travail est dégradant, difficile et exigeant, mais aussi parce que beaucoup d'hommes ne sont jamais aussi aimables que quand ils sont avec une pute.» Et globalement, il y a cette idée, encore une fois, où elle va comparer le travail classique au travail du sexe. Où elle va expliquer que globalement, tout ce qu'on va reprocher à la prostitution, c'est aussi des choses qu'on va vivre dans le travail classique, c'est-à-dire que l'humiliation, le fait d'être mal considéré, le rapport de domination, et puis vendre son corps, c'est-à-dire que, bah, elle en parle pas en détail, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire cette comparaison, c'est-à-dire que si vous êtes ouvrier à l'usine, vous vendez votre santé. Si vous êtes employé de bureau, bah, vous vendez votre santé, pas de la même manière, mais il y a des problèmes de maladies chroniques, il y a des problèmes. Et donc régulièrement, on vend notre corps, on vend notre force de travail. Et ce rapport-là, qu'on a tendance à dire: «Oh là là, c'est ultra dégradant pour la prostitution», il existe tout autant en fait dans le travail salarié classique. Et puis elle vient se poser la question de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement courant en fait? Parce que, elle voit qu'elle a pas trop de soucis à trouver des clients, quand elle fait ça. Donc elle va s'intéresser à demander, bah, comment ça se passe de l'autre côté, quoi? Est-ce que les clients, eux, ont du mal à trouver des prostituées et dans quel contexte? Et au final, ce qu'elle se rend compte, c'est que, bah, en discutant avec ses clients, elle se rend compte qu'eux n'ont pas plus de difficultés que ça. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une demande élevée d'hommes qui cherchent, des putes, et d'autre part, il y a un nombre élevé de femmes qui décident de travailler comme putes. Elle dit notamment qu'elle va aussi travailler dans des salons de massage érotiques plus tard, où, globalement, elle discute avec d'autres femmes qui vont faire ce même métier. Et le point commun, en fait, entre toutes les TDS, il y en a qu'un seul, c'est le manque d'argent. C'est des femmes de tout horizon social en réalité, enfin tout horizon social, avec un manque d'argent évidemment, qui se retrouvent à faire ce travail-là. Mais le deuxième point commun, c'est le fait de ne pas parler de leur activité. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va comparer ça avec ce qu'elle disait sur le viol précédemment, c'est que le viol, c'est quelque chose qu'on sous-représente comme le nombre de personnes que ça concerne, et c'est quelque chose qu'on a bien réalisé au moment où MeToo a réellement explosé et où on s'est rendu compte que énormément de femmes étaient concernées par le sujet du viol. Mais la prostitution, bah, en fait, c'est aussi quelque chose de très commun, selon elle. C'est quelque chose que beaucoup de femmes vont faire à un moment ou un autre de leur vie, mais bah, comme pour le viol, c'est quelque chose qui est tabou et dont on va pas parler, qui fait que bah, on n'est pas capable de se réaliser à quel point c'est courant. Et puis, elle va même aller jusqu'à dire que globalement, à ses yeux, il y a une limite qui est assez floue en réalité entre séduction et prostitution, notamment dans les rapports patriarcaux. Puisqu'il y a vraiment toute cette culture de l'homme qui vient en prédateur un petit peu, qui offre des choses, et la femme qui doit se sentir redevable de sexe, etc. Donc il y a vraiment un rapport peut-être contractuel plus tacite et moins explicite, quoi. Mais il y a vraiment ce même genre de rapport de contrat prostitutionnel, de dire bah voilà, je vais t'inviter au resto, je vais t'offrir des fleurs, je vais te faire ci, je vais te faire ça, et en retour, tu es censé me procurer du sexe, quoi. Toute la première année, j'ai vraiment bien aimé ce travail, parce que l'argent y était plus facile qu'ailleurs, mais aussi parce qu'il m'a permis d'expérimenter sans me poser de questions, en évitant toute considération morale, à peu près tout ce qui m'intriguait, m'excitait, me troublait ou me fascinait, ainsi que d'autres choses auxquelles je n'aurais pas spontanément pensé, et que je n'aurais pas toujours aimé qu'on me demande dans l'intimité, mais qui étaient intéressantes à pratiquer une fois. Je n'ai compris le confort de ma position qu'après avoir arrêté. Quand, devenue Virginie Despentes, je suis allé faire un tour en boîte à partouze, j'ai réalisé combien il aurait été plus facile de le faire en tant que pute accompagnant quelqu'un. Pas de prise de tête, j'y vais parce que c'est mon job. Je fais ce qui ne se fait pas, je suis payé pour ça. C'est punk rock. Sans le motif de l'argent, tout se compliquait. Est-ce que j'y allais pour accompagner un producteur ou seulement pour mon bon plaisir? Est-ce que je faisais des choses là-bas parce que j'étais trop bourré ou parce que vraiment ça m'excitait? Est-ce que j'avais le courage de ne serait-ce que de savoir ce que je ressentais le lendemain? Bénévole et ludique, ma sexualité m'est apparue infiniment plus confuse. Je suis une fille, le domaine du sexe hors du couple ne m'appartient pas. La prostitution occasionnelle, c'est l'option sélection
des clients et de types de scénarios, et aussi une manière pour une femme d'aller faire un tour du côté du sexe sans sentiment, de faire des expériences sans avoir à prétendre qu'elle le fait par plaisir pur, ni à attendre des bénéfices sociaux collatéraux. Quand on est une pute, on sait ce qu'on est venu faire, pour combien, et tant mieux si par ailleurs on prend son pied ou on satisfait de la curiosité. Quand on est une femme libre de son choix, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, moins léger finalement. Et donc ce qu'elle raconte, c'est que, encore une fois, il y a cette idée que le sexe, c'est pas le domaine des femmes. Et la prostitution, ça lui permet notamment d'expérimenter le sexe comme professionnel du sexe et de se dire, en fait, j'ai pas à me poser la question, à me torturer, à me dire est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je suis une mauvaise femme de vouloir du sexe? Est-ce que si, est-ce que ça? C'est-à-dire qu'elle va faire des choses pour un tarif. Et puis, si elle prend son pied, tant mieux, quoi. Si elle découvre des choses, tant mieux. Si elle aime pas, bah tant pis, c'est un travail. Et ça permet d'évacuer plein de questions morales de ce que c'est la bonne féminité et comment doit agir une bonne fille, qui est une position plutôt confortable au final en tant que prostituée. Puisqu'elle s'écarte déjà de ce schéma préétabli de ce qu'on attend d'une femme, elle se permet du coup de faire ce qu'elle veut et de pas en ressentir un jugement de la société qu'elle aurait intériorisé. Et puis elle va dire que son entrée dans la prostitution, c'est quelque chose qui a été bien accompagné par la société autour d'elle, parce qu'en réalité, on va la féliciter pour développer sa féminité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on attend d'une femme, de montrer son corps, de se mettre à disposition, entre guillemets, et de quitter cette expression de genre un peu masculine, quoi. Notamment, elle dit qu'il y a des choses qui lui paraissent folles, notamment l'effet des objets fétiches comme des porte-jartelles, des talons, des soutiens-gorge pigeonnants. Et c'est quelque chose que de l'extérieur, elle avait tendance à trouver de presque ridicule, en fait, vu de l'extérieur, et qui donne lieu à la moquerie de femmes qui utilisent ça. Mais en réalité, ce qu'elle dit, c'est que la fragilité en question, c'est pas une fragilité de ces femmes qui cherchent de l'attention, mais plutôt la fragilité des hommes qui succombent au fait de donner cette attention comme maladivement en réalité, puisque pour elle, c'est une prise de pouvoir sur les hommes. J'aime beaucoup depuis entendre les hommes pérorer sur la stupidité des femmes qui adorent le pouvoir, l'argent ou la célébrité, comme si c'était plus con d'adorer les barésilles. Et puis donc, elle va même plus loin en disant que la prostitution, pour elle, non seulement ça a été un vecteur d'émancipation et de prise de pouvoir à la fois monétaire, à la fois morale, entre guillemets, sur sa sexualité, mais par rapport à l'expérience de son viol qu'elle a raconté précédemment, ça lui permet aussi de se réapproprier son corps. Ça lui permet elle parle d'un dédommagement de son agression. Et l'idée, c'est que si elle peut vendre du sexe, c'est que ce qui lui a été pris, ça n'a pas perdu sa valeur, en fait. C'est que si les gens veulent toujours avoir des relations sexuelles avec elle, c'est que elle est pas souillée, elle est pas ruinée ou je ne sais quoi. Elle est toujours elle-même, elle est toujours son corps, a toujours la même valeur. Ce que je pouvais vendre à chaque client, je l'avais donc gardé intact. Si je le vendais 10 fois de suite, c'est que ça ne se brisait pas à l'usage. Ce sexe n'appartenait qu'à moi, ne perdait pas en valeur au fur et à mesure qu'il servait, et il pouvait être rentable. De nouveau, j'étais en situation d'ultra-féminité, mais cette fois, j'en tirais un bénéfice net. Et donc, elle met en exergue un peu ce truc de la féminité qui est un peu un truc à double tranchant, à la fois d'être positionnée comme une victime, mais aussi un vecteur de prise de pouvoir sur les hommes, notamment, en vendant du sexe, puisque ça lui permet de s'émanciper. Et puis globalement, ce qu'elle va dire, c'est que son expérience et son passé de pute, c'est quelque chose qu'elle regrette pas du tout. Elle dit être pute, c'était souvent le top, le désir était gratifiant. Et que globalement, son expérience, elle lui a même permis de rendre les hommes plus sympathiques, un peu comme on le disait précédemment, parce que ça les rendait plus humains, plus touchants, euh, plus exposés, plus réels en réalité. C'est d'en parler qui est difficile, ce que ça implique dans la tête des gens face à qui je me retrouvais ensuite. La condescendance, le mépris, la familiarité, les conclusions déplacées. Et donc encore une fois, ce qu'elle dit, c'est que l'image en tant que personne qui se prostitue, eh ben, il n'y a pas de dégradation en soi de son estime de soi, mais plus
une dégradation de l'estime de soi qui est imposée par la société et par le regard des autres, elle se sent diminuée et donc c'est pour ça qu'elle se sent pas à l'aise d'en parler. Et puis elle raconte son expérience en arrivant à Paris, elle quitte Lyon et elle va vivre à Paris. Et là, elle dit que c'est un peu différent parce qu'il y a plus de compétition, il y a plus de cliquage sur les serveurs, la paie est moins bonne dans les salons. Et en plus de ça, comme elle est dans une relation de couple à ce moment-là, elle ressent plus de culpabilité parce que bah, c'est le début de devoir mentir parce que bah, la prostitution, quand on est célibataire, il suffit de pas en parler. La prostitution, quand on est en couple, il suffit de pas en parler, mais il y a une part de mensonge, parce que l'implicite de un ou une partenaire sexuelle uniquement par personne, enfin, toutes ces notions bah, du couple, quoi, en réalité. Et donc, elle raconte son retour au salariat qui est un peu difficile, et notamment, elle va encore faire cette comparaison avec la drogue. Elle dit, il y a une comparaison possible entre la drogue dure et le tapin. Ça commence bien, sensation de pouvoir facile, sur les hommes, sur l'argent. Émotion forte, découverte d'un soi-même plus intéressant, débarrassé du doute. Seulement, c'est un soulagement traître. Les effets secondaires sont pénibles. On continue en espérant retrouver les sensations du début, comme pour la cam. Et quand on cherche à arrêter, les complications sont comparables. On y retourne une fois, une seule, puis la semaine d'après, et au moindre problème, on allume son Minitel pour une dernière fois. Et quand on commence à comprendre qu'on est en train d'y perdre plus de tranquillité qu'on en regagne, on recommence, quand même. Ce qui était une force fantastique qu'on maîtrisait déborde du cadre et se fait menaçante. Et ça devient son propre sabordage, qui est attirant dans l'affaire. Elle va même dire que elle trouve une similarité dans le fait d'être une pute et la partie promotionnelle de sa vie d'artiste, bah, une fois qu'elle va publier des livres, des films, etc. Parce que, bah, en fait, il y a cette idée de vendre l'intime et de vendre le privé, puisque elle se retrouve sur des plateaux avec des gens qui vont lui poser des questions intimes et privées. Et de la même manière, dans ses écrits, elle s'inspire lourdement de sa vie, elle raconte sa vie, elle situe d'où elle parle, qui elle est. Et donc, bah, c'est une manière de vendre son vécu, quoi. Je ne fais toujours pas la différence entre la prostitution et le travail salarié légal, entre la prostitution et la séduction féminine, entre le sexe tarifé et le sexe intéressé, entre ce que j'ai connu ces années-là et ce que j'ai vu les années suivantes. Ce que les femmes font de leur corps, du moment qu'autour d'elles il y a des hommes qui ont du pouvoir et de l'argent, m'a semblé très proche au final. Entre la féminité telle que vendue dans les magazines et celle de la pute, la nuance m'échappe toujours. Et bien qu'elles ne donnent pas clairement leurs tarifs, j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup de putes depuis. Beaucoup de femmes que le sexe n'intéresse pas, mais qui savent en tirer profit. Qui couchent avec des hommes vieux, laids, chiants, déprimants, de conneries, mais puissants socialement. Qui les épousent et se battent pour obtenir le maximum d'argent au moment du divorce. Qui trouvent normal d'être entretenues, emmenées en voyage, gâtées. Qui voient même ça comme une réussite. C'est triste d'entendre des femmes parler d'amour comme d'un contrat économique implicite. D'attendre des hommes qu'ils payent pour coucher avec elles. Ça me semble aussi glauque pour elle qui renonce à toute indépendance. Au moins la pute, le client satisfait, peut aller faire un tour tranquille. Que pour ces mecs dont la sexualité n'est admise que s'ils ont les moyens de raquer. Et donc là-dedans, elle va recomparer cette notion des putes et des femmes dans les relations de couple patriarcales, puisqu'il y a cette idée un peu de bah, les femmes sont là pour, dans une relation de couple patriarcale, apporter des services sexuels, apporter des services ménagers, apporter des services qui vont être non payés, mais qui vont être payés par l'homme qui va offrir des cadeaux, offrir des voyages, offrir ci, offrir ça, quoi. Et donc ce qu'elle dit, c'est que globalement, il y a quand même quelque chose de plus dégradant presque d'être la femme de quelqu'un et de tirer bénéfice de ça en étant en hypothéquant sa vie, en la mettant au service d'un homme qu'on n'aime pas forcément, que d'être une pute, puisque être une pute, c'est vraiment décider de dire bah, de telle heure à telle heure, bah, on fait ci, on fait ça. Ensuite, je prends mes sous, je me barre et je vis ma vie. Et elle va dire notamment que elle pense que les hommes s'imaginent le plaisir de séduire par une sorte de projection homosexuelle de les hommes imaginent un plaisir pour les femmes de séduire les hommes parce qu'ils aimeraient séduire les hommes. Et puis elle va comparer cette idée que il y a un pouvoir qui est gagné par la séduction, mais qui est un pouvoir que de délégation en réalité. Et ce que elle réclame, c'est du pouvoir direct. C'est-à-dire que concrètement, être la femme de tel homme puissant,
ça permet d'avoir les services, d'avoir les avantages que tel homme peut prodiguer. En revanche, elle, ce qu'elle dit, c'est que ce que je veux, moi, c'est du vrai pouvoir. Je veux pas dépendre d'un homme pour avoir mon pouvoir. Et si la prostitution, ça permet notamment ça, puisque ça permet de ne pas reposer sur de la délégation, mais reposer sur réellement vendre un acte sexuel, gagner de l'argent, et donc avoir son pouvoir monétaire pour soi. Et elle va aussi dire qu'il y a un plaisir pour les hommes de voir les femmes se casser la gueule. Mais ce qu'ils aiment le plus en vérité, c'est les regarder se casser la gueule et faire semblant de les plaindre, ou s'en réjouir directement. Preuve en est leur jubilation crasse quand ils voient vieillir celles qu'ils n'ont pas pu obtenir, ou celles qui les ont fait souffrir. Quoi de plus rapide et prévisible que la chute d'une femme qui a été belle? Pas besoin d'être très patient pour obtenir sa revanche. Ce qui est irrecevable, ce n'est pas qu'une femme soit matériellement gratifiée de ce qu'elle satisfait le désir d'un homme, c'est qu'elle le demande explicitement, écrit Peterson. Comme le travail domestique, l'éducation des enfants, le service sexuel féminin doit être bénévole. L'argent, c'est l'indépendance. Ce qui gêne la morale dans le sexe tarifé n'est pas que la femme n'y trouve pas de plaisir, mais bien qu'elle s'éloigne du foyer et gagne son propre argent. La pute, c'est l'asphalteuse, celle qui s'approprie la ville. Elle travaille hors le domestique et la maternité, hors la cellule familiale. Les hommes n'ont pas besoin de lui mentir, ni elle de les tromper. Elle risque donc de devenir leur complice. Les femmes et les hommes traditionnellement n'ont pas à se comprendre, s'entendre et pratiquer la vérité entre eux. Visiblement, cette éventualité fait peur. Et donc il y a vraiment une diabolisation de la figure de la pute, d'une femme qui est à la fois dégoûtante, dégradée, mais qui est aussi une victime. Et notamment, ce qu'elle dit, c'est que la vision médiatique des putes est toujours plutôt sordide, en fait. Il y a toujours un aspect sensationnel qui est montré via l'image, en fait, parce qu'il y a un principe de divertissement dans les médias. Mais il y a aussi cette image de domination de la femme et de condamnation de la prostitution dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va toujours montrer les pires conditions, les femmes qui sont là contre leur gré, on va toujours montrer des choses assez horribles et à la fois pour faire réagir les gens d'un point de vue divertissement, mais aussi pour combattre quelconque image positive que pourrait avoir la prostitution. Cette démonisation de la prostitution, ça va à la fois montrer aux hommes une figure du monstre qui les ramène dans le droit chemin du mariage, c'est-à-dire que les hommes qui vont voir les prostituées, les hommes comment, qui sont des proxénètes et qui exploitent des femmes, c'est vraiment des repoussoirs de la masculinité et qui vont repousser les hommes normaux, entre guillemets, hein, à retourner dans le droit chemin du mariage, quoi. Et puis ça fait l'idée de dire que la sexualité masculine, c'est quelque chose de dangereux et de criminel. C'est-à-dire que notamment, les putes sont dégradées, sont vilifiées parce que ce sont des personnes qui subissent la sexualité masculine. La décision politique consiste à victimiser les prostituées, remplit aussi cette fonction. Marquer le désir masculin, le confiner dans son ignominie, qu'il jouisse en payant s'il le veut, mais alors qu'il côtoie la pourriture, la honte, la misère. Le pacte de prostitution, je te paye, tu me satisfais, est la base du rapport hétérosexuel. Prétendre, comme on le fait, que ce rapport est étranger à notre culture est une hypocrisie. Au contraire, le rapport entre le client mâle hétérosexuel et la pute est un contrat intersexe sain et clair. C'est pourquoi il faut le compliquer de manière artificielle. Et donc pour elle, on voit encore une de ces contradictions en fait du patriarcat où les hommes doivent réclamer du sexe, mais doivent réclamer du sexe de femmes qui ne veulent pas le donner, parce que les femmes qui veulent donner sont pas de vraies, de bonnes femmes. Et donc il y a vraiment cette idée de double injonction à la fois aux femmes qui doivent satisfaire le plaisir des hommes, mais aussi ne pas pratiquer le sexe parce que quand même c'est pas digne d'une femme, quoi. Et notamment quand elle parle de compliquer de manière artificielle, elle parle des lois qui vont pousser en fait les putes à travailler hors de la ville. Et que ça n'a pas pour but seulement de masquer les populations pauvres aux plus riches, mais c'est aussi pour elle une idée de déporter le désir brut des hommes. Et il y a cette idée de mise à distance un peu physique entre la bonne masculinité des beaux quartiers et la mauvaise masculinité des gens qui vont aux putes. Mais pourtant, ça reste un truc qui est un peu contradictoire parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que si avant il y avait vraiment effectivement des putes dans les quartiers UP, c'est juste aussi parce que les clients étaient là.
Et le fait de repousser à l'extérieur de la ville en disant bon bah voilà, il y a la bonne masculinité des centres-villes et la mauvaise masculinité des zones périurbaines, dangereuses, etc. Bah, c'est un faux semblant en fait pour prétendre que chez les gens bien propres sur eux, ça n'a pas lieu. Dans son livre, Peterson cite Freud. Le courant tendre et le courant sensuel n'ont fusionné comme il convient que chez un très petit nombre d'êtres civilisés. Presque toujours, l'homme se sent limité dans son activité sexuelle par le respect pour la femme et ne développe sa pleine puissance que lorsqu'il est en présence d'un objet sexuel rabaissé. Ce qui est aussi fondé, d'autre part, sur le fait qu'interviennent dans ses buts sexuels des composantes perverses qu'il ne se permet pas de satisfaire avec une femme qu'il respecte. Et donc elle remet en avant cette espèce de vision un peu freudienne et patriarcale de dire que bah il y a deux figures de la femme, il y a la mère et la putain, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui est là pour s'occuper du foyer, pour s'occuper des enfants, pour tout ça, et la personne qui est là pour satisfaire les besoins sexuels. Et à la fois, ces personnes, elles doivent être à la fois distinctes et pas vraiment. Et si les femmes sont coincées dans cette espèce de double injonction, en réalité, d'être à la fois puritaines et sexuellement libérées pour satisfaire les hommes sont eux aussi un peu coincés entre leur désir sexuel et ce qui est respectable. Puisque, bah, en fait, on va exprimer comme le désir sexuel des hommes, c'est quelque chose qui, par essence, doit rabaisser, doit être violent, doit être dégradant, ce qui se met en travers d'une idée même d'un amour sain, entre guillemets, entre un homme et une femme. Elle dit notamment une phrase qu'elle a beaucoup entendue de la part de pas mal de clients, alors phrase ou périphrase, mais c'est à cause de mecs comme moi que des filles comme toi font ce qu'elles font. Et elle note ça parce qu'il y a vraiment ce truc de réassignation de genre, de dire que bah moi en tant que client, je t'impose à toi en tant que travailleuse du sexe de faire ça. Alors que la réalité, elle est tout autre. C'est-à-dire que si la pute décide de pas vendre ses services sexuels, et ben elle peut ne pas le faire. Bon, dans la majorité des cas. Et puis, il y a cette idée de victimisation des femmes et de culpabilisation des hommes. Et cette idée que même la culpabilité et la honte, elle est presque nécessaire au plaisir des hommes. Elle dira que globalement, en fait, être une pute, et on revient sur cette idée de la féminité comme à la fois comme un moyen d'être rabaissée, notamment quand elle dit dans sa position de femme violée, elle est renvoyée à sa féminité, elle est renvoyée au fait de ne pas pouvoir se défendre, d'être une victime, etc. Mais à l'inverse, en tant que pute, elle reprend du pouvoir grâce à cette féminité, grâce au pouvoir qu'elle exerce sur les hommes par la sexualité. Et elle dit être pute, pour elle, c'est pouvoir tirer profit de sa propre stigmatisation. Je ne pense pas que j'aurais un souvenir aussi positif de ces années de tapin occasionnel sans la lecture des féministes américaines pro-sexe, Norma Jane Almodovar, Carol Quinn, Scarlett Harlot, Margot St. James par exemple. Qu'aucun de leurs textes ne soit traduit en français, que le prisme de la prostitution de Peterson ne connaisse qu'une diffusion mineure alors qu'il est un ouvrage incontournable, que le livre de Claire Cartonnet, J'ai des choses à vous dire, soit à peine lu et ramené au statut de témoignage n'est pas un hasard. Le désert théorique auquel la France se condamne est une stratégie. Il faut tenir la prostitution dans la honte et l'obscurité, pour protéger autant que possible la cellule familiale classique. Et donc elle tire un trait notamment entre le fait d'écrire et de se prostituer, donc on le disait un peu précédemment, avec ce fait de vendre ce qui est de l'ordre de l'intime, mais il y a aussi s'affranchir de l'injonction de ce qu'on ne doit pas dire et faire et ce qu'on ne doit pas raconter qu'on a fait notamment. Et puis elle va finir ce chapitre en disant que le fait d'être une pute, c'est quelque chose c'est une féminité qui est plus proche de la masculinité en réalité, parce que notamment quand on va demander aux hommes, la plupart des hommes s'imaginent plus en pute qu'en mère. C'est-à-dire que les hommes vont plus s'imaginer tirer profit de la féminité, de voir les aspects positifs entre guillemets de le pouvoir que ça leur ça leur donnerait sur d'autres hommes et comment eux ils exerceraient ce pouvoir pour en tirer du profit. Souvent, les choses sont exactement le contraire de ce qu'on nous dit qu'elles sont. C'est bien pourquoi on nous le répète avec tant d'insistance et de brutalité. La figure de la pute est un bon exemple. Quand on affirme que la prostitution est une violence faite aux femmes, on veut nous faire oublier que c'est le mariage qui est une violence faite aux femmes.
et de manière générale, les choses telles que nous les endurons. Celles qu'on baise gratuitement doivent continuer de s'entendre dire qu'elles font le seul choix possible. Sinon, comment le tenir? La sexualité masculine, en elle-même, ne constitue pas une violence sur les femmes, si elles sont consentantes et bien rémunérées. C'est le contrôle exercé sur nous qui est violent. Cette faculté de décider à notre place de ce qui est digne et de ce qui ne l'est pas. Et donc elle finit encore une fois en comparant, il y a beaucoup de comparaisons à la fois entre le travail rémunéré classiquement et le sexe tarifé, entre le couple hétérosexuel et le sexe tarifé, entre la séduction et le sexe tarifé, etc. Et elle remet ça régulièrement au centre du sujet, de comparer en fait les relations hétéropatriarcales avec une relation de prostitution qui est comme en fait plus saine dans le sens où pour elle la prostitution ça permet de mettre tout le monde sur des bases un peu claires de contrats explicites en fait de ce qui est attendu d'une part et ce qui est attendu de l'autre part, à l'inverse d'une relation hétéropatriarcale où tout va être rien ne doit être monnayé, rien ne doit être compté, et dans ce non-décomptage de qui fournit quoi, au final, ce qui se passe, c'est que les femmes sont toujours exploitées sexuellement pour leur travail de la maison, etc. C'est tout pour ce chapitre, n'hésitez pas à le partager, à liker, à tout ça, les réseaux sociaux, etc. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour un prochain chapitre de ce livre.